À la base, moi, je voulais juste rendre le cours de mes élèves un peu plus cool. Comment Solana se différencie et comment Solana gère cette partie génération de revenus. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Solana, aujourd'hui, après s'être battu contre ses difficultés, a trouvé un petit peu une situation où aujourd'hui, je la trouve un peu plus stable. Et une grosse actualité Memecoin. Qu'est-ce qui fait l'attrait de Solana par rapport aux autres écosystèmes? Premier mint, free mint, 54 $ le free mint. C'est un peu cher quand même. Va sur Solana, c'est la blockchain des pauvres. Je me suis dit, mais je vais tellement aller là-bas. C'est là-bas où il y aura tout le monde et tous les gens comme moi. Bienvenue à toi Kuga, merci d'avoir accepté notre invitation. L'idée de ce format, ça va être de parler de Solana. On va passer la prochaine demi-heure ensemble et l'idée ça va être de parler de l'actualité du projet, de parler gouvernance, de parler challenge et surtout qu'on voit il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus de L1, il y a de plus en plus de concurrence, donc ça va être de parler un peu de tout ça, de refaire un peu d'étapes parce que le projet a pas mal évolué depuis sa création. Donc déjà, je vais te demander de te présenter avant d'aller plus loin dans cette petite présentation. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, les gens me connaissent par Kuga, sinon mon vrai prénom c'est Marwan. Ça fait un moment que je suis dans Solana maintenant, 2021. Je considère que ça fait un moment. Il s'est passé beaucoup de choses. Sinon, par rapport à d'autres gens, je suis un peu jeune dans la crypto. Je suis arrivé dans Solana un peu, pas vraiment par hasard, mais à la base, moi, je voulais juste rendre le cours de mes élèves d'histoire géo, parce que je viens d'une formation de géographe de base, et je voulais rendre le cours de géographie de mes élèves un peu plus cool. À la base, tout le monde en France, on est en mode histoire à mort. Et au final, je tombais sur un truc genre les pays émergents. Nigeria, Inde et tout, qui étaient dans la blockchain. Et je me dis: «Putain, en France, on n'en parle pas et tout». Enfin, on en parle très peu, il y a une petite communauté. Et au final, je suis tombé dedans. Ethereum était là, donc je découvre là-bas comme tout le monde. Premier mint, free mint, 54 $ le free mint. Je me dis: «Ah, c'est un peu cher quand même». Et au final, les gens ils m'ont dit: «Bah, va sur Solana, c'est la blockchain des pauvres». Et je me suis dit: «Mais je vais tellement aller là-bas, c'est là-bas où il y aura tout le monde et tous les gens comme moi». Et au final, je me suis trop amusé, j'ai découvert les NFT là-bas, j'ai profité du Solana Summer. Donc là, c'était vraiment n'importe quoi. Un mint, tu revends des trucs 3 fois plus cher dans l'heure. Avant d'aller plus loin dans ce format, je vais me présenter, Louis, je suis CPTO chez Meria. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire partager notre expérience et notre quotidien d'opérateur d'infrastructure blockchain, de partager avec vous l'actualité d'un projet, les enjeux d'un projet. Et donc c'est parti pour 30 minutes ensemble. Et au final, je suis vraiment tombé amoureux de la communauté qu'il y a là-bas et surtout de la facilité d'utilisation de la blockchain. Les gens qui utilisent Phantom vont être d'accord avec moi. Super simple d'utilisation, super beau UIX. Et depuis, j'ai fait beaucoup de choses sur Solana, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'ai créé pas mal de communautés. J'avais une émission aussi. FTX m'a tapé fin 2022. Comme beaucoup de monde. Voilà. J'ai perdu pas mal d'argent et je cherchais à rejoindre une team pour avoir un vrai salaire à ce moment-là. Par chance, la fondation, c'était pas une open position, c'était vraiment quelqu'un de la fondation qui me dit: «On a besoin d'une personne qui connaît extrêmement bien l'écosystème». Et grâce à mon émission et à mon activité sur Solana, ils m'ont dit: «Bah, viens faire un test avec nous, pour rejoindre les grants», à la fondation. Et depuis 2023, février 2023, je suis, à la fondation. Tout se passe bien et aujourd'hui, l'écosystème Solana, comme la plupart le savent, a vraiment beaucoup grandi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais on va pas hésiter à en parler. Ouais, je pense qu'on va en parler. D'ailleurs, on reviendra sur ta mission à la fondation et les grants, en quoi ça consiste et comment ça aide l'écosystème à grandir. Justement, pour remettre un peu de contexte, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sulfureuses autour de Solana, les mêmes coins, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Est-ce que tu peux redonner rapidement la genèse de Solana et redonner un peu de d'où c'est parti et comment c'est grandi, un peu la team historique, les challenges techno, là, un peu la différenciation que vous avez pris avec la blockchain? Bah, en fait, moi, je vais parler de choses hyper basiques, c'est-à-dire que, ça a été créé par Anatoly et Raj le 16 mars 2020. Enfin, le mainnet est sorti le 16 mars 2020 et depuis ce moment-là, le but de cette blockchain, c'était vraiment d'avoir une blockchain hyper rapide, pas du tout chère au niveau des transactions et hyper scalable. Et ça a vraiment été l'enjeu de toutes ces années. Donc le fait que ce soit rapide et pas cher, ça a toujours été le cas. La scalabilité, on va le voir à travers plusieurs défis. Au début, on va se dire: «Ah, il faut plus de TPS, ah, il nous faut plus de liquidité», voilà, c'est des sujets qui, évoluent avec le temps. Et depuis ce moment-là, la blockchain a vraiment beaucoup évolué. Elle a beaucoup été utilisée, elle est passée à travers des difficultés. Mmh, les gens le savent, on a beaucoup parlé des pannes. On a aussi parlé de FTX qui était très lié à Solana, beaucoup de fake news de Solana pendant des années. C'était un peu le petit poussin noir que tout le monde voulait pas voir grandir. On a l'impression que c'est un peu ça à chaque fois. Les gens de Bitcoin n'ont pas trop aimé Ethereum. J'ai pas vécu ça, mais d'après ce qu'on m'a dit. Ensuite, c'est pareil, les gens d'Ethereum n'aiment pas trop Solana. Et on dirait que c'est un peu un cycle. Et Solana, aujourd'hui, après avoir s'être battu contre ses difficultés, a trouvé un petit peu une situation où aujourd'hui, je la trouve un peu plus stable, un peu plus dans tous les sens du terme, hein, que ce soit financier. On peut dire que son price action, il a été très fort parce qu'il y a une résilience. Mais au final, quand tu compares par rapport à d'autres, elle devient de plus en plus stable. Et aujourd'hui, les difficultés, qui ne sont même pas des difficultés, mais plus des défis,
sont complètement différents de ceux qu'il y a 2 ans. Moi, je trouve que Solana aujourd'hui, elle a pris en maturité, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit au niveau des projets qu'il y a dessus, même, institutionnels, et aujourd'hui les défis sont complètement différents. On le voit par rapport à comment, la fondation aborde le sujet, les communautés, comment ils abordent le sujet. Aujourd'hui, on voit vraiment des projets comme, Magic Eden, Phantom, Squad ou autres, en train même de faire des acquisitions de projets sur Solana ou même en dehors, pour consolider leur base et faire en sorte de vraiment prendre une énorme part de marché. Et justement, on parlait de la fondation, des projets, de l'actualité, et une grosse actualité Memcoin. Ouais. Une fois que il n'y a plus ça, qu'est-ce qu'il y a dans l'écosystème aujourd'hui Solana? Qu'est-ce qui fait un peu l'attrait de Solana par rapport aux autres écosystèmes? Et ces derniers mois, comment ça évolue? Puisqu'il y a eu un gros focus sur Solana, surtout depuis FTX. Ouais. Au moment d'FTX, tout le monde s'est dit Solana c'est terminé, on n'en parle plus, le cours a explosé et est descendu aux enfers. Et depuis, il y a eu un vrai repositionnement, il y a eu un vrai investissement de la fondation de ce côté-là pour relancer des initiatives. Aujourd'hui, c'est quoi un peu les axes, ou en tout cas qui font qu'il y a un intérêt institutionnel, qu'il y a un intérêt pour builder sur Solana, etc. En fait, pour revenir au sujet des meme coins, moi je pense que quelqu'un aurait dû faire des études sur les meme coins, genre en mode vraiment un dossier de recherche scientifique sur comment ça se passe et tout. Parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui a été intéressant pour nous. Il faut vraiment savoir que c'est pas une narrative, de la fondation. Il y a des narratives qui viennent de la communauté et la fondation ne fait rien pour les empêcher et ne fait rien pour les booster. C'est-à-dire que vraiment c'est la communauté. Là récemment on a eu les meme coins, mais même avant on a eu les airdrops. Et on n'y touche pas, c'est la communauté qui décide, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Bien sûr, on fait le maximum pour pas qu'il y ait de soucis, de gros problèmes comme le Libra, parce que ça porte Ouais. préjudice. Mais nous, vraiment le point positif par rapport au Memcoin, c'est que ça a pu montrer que la blockchain, elle est vraiment battle tested. Ça veut vraiment dire que on peut accueillir des millions de personnes qui vont s'amuser dessus sans qu'il y ait aucun souci. Il y a Ah oui, vraiment bah pas eu de panne. Ouais, ouais. ça a permis de montrer que un peu le running gag qui était Ouais, Solana ça crache tout le temps. ouais, Là, on l'a vu à l'épreuve du feu, et exactement. Ouais. plus que jamais, quoi. Exactement, et du coup, c'est vraiment le point positif qu'on en tire. Moi, j'ai été étonné d'une chose, c'est que je connais bien la communauté Solana et les gens autour de moi, et en dehors du côté builders que je connais très bien, j'ai rencontré des gens qui utilisent Solana et qui m'ont dit: «Ouais, mais il y a rien à part des meme coins», et j'étais assez choqué de cette chose parce que en fait, c'est une image que beaucoup de gens ont et que, je trouve personnellement, on n'a pas pris suffisamment en compte. Cette transition Memcoin into autre chose, elle a pas forcément été prise en compte, pas forcément que de la fondation, mais même des projets ou même de la communauté builders. Il faut savoir que les narratifs que ont la fondation, par exemple en 2024, ça a été, RWA, payment et stablecoin. Ça, c'est des sujets, des narratifs qu'on push. C'est-à-dire que si tu bulles sur ce genre de choses, on va t'aider à travers des grants, on va t'aider à travers, des hackathons qui sont sur ces sujets et cetera, et même on a eu des sujets IA, et cette année on va être tourné vers le consumer apps, et ça fait plusieurs mois qu'on est tourné vers ça. Je crois que c'est janvier, qu'on est tourné vers consumer apps, et pourtant il y a très peu de personnes qui le savent. Et ça, je trouve, bah, du coup, que c'est un petit peu un souci sur lequel, la communauté Solana devrait se tourner en mode, bah, comment on a fait pour les tourner vers ça? Pour revenir à la fin de la question, du coup, comment, Solana fait pour attirer ses builders et cetera? Il y a des initiatives, super team, qui sont dans différents pays, et ces super teams, ils vont avoir l'initiative de un petit peu mapper, la communauté Solana qu'il y a dans leur pays, et répondre aux attentes des utilisateurs. Donc c'est pour ça que en fonction des pays, tu vas avoir des super teams différentes. On va avoir la super team UAE qui va être vraiment focus sur les institutions et les grosses compagnies qu'on a sur Solana, Ilius et cetera. On va avoir des super teams Turquie qui vont, par rapport à la barrière du langage et par rapport à la communauté qui est très tech, très dev, vont être entre eux, des petits hackathons souvent entre eux, et on va avoir une communauté française qui aujourd'hui, ça va être un petit peu plus, start-up, des first time founders, des groupes de 2-3 personnes qui vont un petit peu découvrir Solana, et en fait, ces teams-là vont avoir des initiatives pour faire grossir, ce genre de choses, et c'est aujourd'hui à eux de se connecter aux institutions, qui vont faire un petit peu le premier pas, de Solana, qui vont être un petit peu la représentation de Solana et de la Solana Foundation dans les différents pays. Aujourd'hui, le travail est un petit peu séparé en 2. Le rôle de la fondation, il a extrêmement changé, ces dernières années. Si tu me permets d'en parler Ah, en quelques vas-y, minutes, parce totalement, c'est que l'idée de ce format. ouais, parce que ça, c'est une chose dont on parle pas vraiment, beaucoup. C'est que pendant, des années, surtout à ses débuts, la Solana Foundation était hyper présente. C'est-à-dire qu'on était là: «OK, ce projet veut build et fait un truc», parce que c'est le début, hein, fait un truc, qui va pousser Solana. Hop, un grant. Tu veux ça? Hop, un grant. Tu veux ça? Bah, on va t'aider, on va invest, et on voyait beaucoup la Solana Foundation invest, et là, depuis 2 ans presque, cette refonte, même si c'est pas vraiment une refonte, mais une nouvelle façon de travailler de la fondation, avec la blockchain en général, et même en général avec toute la communauté, Web3, qui essaie de tout décentraliser. C'est-à-dire qu'au début, on avait une fondation qui avait beaucoup de monde, on avait Solana Labs qui s'occupait de la tech, et aujourd'hui, on a des gens de la fondation qui sont partis créer un petit peu des branches de la fondation pour des sujets différents. On a Colosseum pour, les hackathons,
Les gens ne savent pas forcément que c'est la fondation. On a Super Team pour tout ce qui est communauté. On va avoir Solana Ventures qui va être pour les invests. Et en fait, on voit qu'il y a Solana Labs avec Solana Mobile, etc. Et on a Solana Fondation qui vont avoir toutes des branches différentes. Et au final, quand on n'a pas ce nom Solana, Solana Fondation derrière, on a un point de vue différent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais les gens le voient un petit peu plus différemment. Et du coup, on a une sorte de décentralisation de ce pouvoir, même si les directives sont un petit peu les mêmes, parce que les objectifs sont les mêmes à long terme. Et on a un petit peu cette décentralisation des sujets. Et même à la fondation, aujourd'hui, on a des gens qui ont quitté la fondation pour créer leur propre projet et qui aujourd'hui push des sujets comme Anna Yuan sur les stablecoins, qui était Head of Stablecoin à la fondation, qui aujourd'hui est chez Perena, un projet sur Solana qui est full stablecoin. Et on a beaucoup, beaucoup moins de personnes à la fondation. On n'a pas le même impact. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus différent. Et pour moi, ça a l'air de vraiment bien fonctionner, vraiment, personnellement. Justement, tu parlais des institutionnels, et ça c'est un point très intéressant parce qu'on le voit depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Il a essayé de mettre en lumière un certain nombre de crypto made in USA, et donc Solana était un peu dans le radar. Et je pense que ça a décomplexé pas mal l'institutionnel. Comment tu vois les institutionnels aujourd'hui côté Solana? Qu'est-ce qui les attire côté Solana et pourquoi pas Ether et pourquoi pas une autre blockchain? Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils trouvent? Comment la fondation accompagne ces initiatives et comment les supporte de ce côté-là? Alors, je pourrais pas forcément entrer dans le thème parce que je suis pas dans les discussions avec les institutions, mais la façon dont je comprends la chose, c'est surtout l'attrait de la blockchain qui est hyper facile. C'est là où il va y avoir une communauté, c'est là où il va y avoir du monde. On a eu une domination d'Ether qui était là pendant très longtemps, sauf qu'on a eu une vague de personnes qui sont rentrées dans Solana avec vraiment 10 $, 20 $, 100 $. Et malheureusement, sur Ether, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, à venir avec 10 $ parce que tu vas les perdre directement en transaction. Les gens se sont dit, bah ok, bah moi si je veux qu'il y ait un maximum de personnes qui utilisent mon token ou qui utilisent mon projet, hop, je vais aller sur Solana. Surtout qu'aujourd'hui, on a des projets, je vais nommer Jito, Jupiter, Camino, enfin les plus gros projets DeFi ou même des gros projets protocoles comme Elus, Helium, etc., qui aujourd'hui, eux, commencent à s'installer ou à proposer leur infrastructure pour des institutions. C'est-à-dire que vraiment, il y a des rendez-vous où il n'y a que des institutions. Et les projets Solana sont là en train de se présenter en mode: «Bah, vous devriez utiliser Solana parce qu'on a ça dessus, ça peut vraiment vous aider». C'est très simple d'utilisation, très facile pour avoir un user acquisition et c'est vraiment ce qui a permis l'entrée des institutions sur Solana. Voilà, vraiment, c'est des mots simples, mais j'ai Ouais, pas ouais, les détails de ouais, des complètement. choses. Et justement, dans les axes autour de l'arrivée d'institutionnels, et ce qui supporte pas mal l'arrivée d'institutionnels, c'est que vous avez aussi arrivé à intéresser et convaincre des émetteurs de stable moteurs à venir sur Solana, à accompagner Solana. Et aujourd'hui, on voit les plus grands noms accompagnés. Et aujourd'hui, c'est ce qui aussi permet aux grands institutionnels de rejoindre, de trouver de la DeFi, etc. Justement, on parle de DeFi, on en parle assez souvent et on entend souvent que l'innovation dans la DeFi, c'est sur Ether et ailleurs autre, alors que sur Solana, il y a un écosystème. Justement, on peut parler quelques minutes de cet écosystème, de la DeFi sur Solana et qu'est-ce que ça représente, Ouais, comment ça construit, comment ça innove ouais, de ce carrément. côté-là. En fait, la DeFi, ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai beaucoup été d'accord pendant des années, même si j'étais sur Solana, j'étais déjà à la fondation. J'étais vraiment d'accord sur le fait que la DeFi sur Solana n'était pas vraiment présente. Et ça a été jusqu'en 2023, fin 2023, vraiment en septembre, octobre, novembre. Parce que à ce moment-là, je bossais avec Camino, je les aidais surtout de l'aspect communauté, etc. Et c'était pile au moment où ils ont lancé leur V2. Et la V2 de Camino a été vraiment le moment qui a un peu lancé la DeFi 2.0 sur Solana. On a vraiment eu une vague de projets DeFi qui sont arrivés. Et depuis ce moment-là, la DeFi sur Solana est beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup plus de façons de l'utiliser. Et moi, je trouve qu'elle existe vraiment depuis ce moment-là. On peut vraiment utiliser différents protocoles. Je vais en nommer trois parce que pour moi, c'est les trois différents mais qui sont faciles d'utilisation. Bah, Jito avec le liquid stacking que la plupart des gens sur Ethereum connaissent à travers Lido, si je ne me trompe pas. Camino, qui va être des vaults de double token, etc. Et il y a Lulo, qui est une solution de DeFi hyper simple pour les nouveaux. C'est-à-dire que les personnes qui ne comprennent pas vraiment la DeFi, je vais leur dire, bah, tu as 10 $, 50 ou 100, va sur Lulo. Et l'interface, elle est tellement simple d'utilisation et de compréhension qu'en fait, tu peux les poser et les oublier. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, à partir du moment où la DeFi elle est accessible à tout le monde et que tu as différents niveaux de DeFi et que tu as le choix, c'est que la DeFi est présente. Par rapport à Ethereum, je ne sais pas parce que je n'ai pas les connaissances de DeFi sur Ethereum, mais aujourd'hui, elle est vraiment présente. J'ai même
aller un peu plus loin, je pense qu'elle a encore plus de potentiel. C'est-à-dire que pour moi, on vient de monter la première étape fin 2023 en mode bah voilà, la DeFi est présente sur Solana, vous pouvez faire de la DeFi, mais j'ai encore l'impression que personnellement, je ne sais pas comment, mais qu'on pourrait encore aller plus loin sur ce sujet-là. Et justement, ça fait tu parlais de liquid stacking avec Jito. Jito est omniprésent dans l'écosystème Solana, et ça me fait un peu la transition sur le sujet d'après, ce qui est la gouvernance. Comme tu disais, la fondation était ultra présente dans la gouvernance au quotidien de Solana. Aujourd'hui, il y a une évolution de ce chose-là, il y a pas mal de sujets d'actualité. Comment ça fonctionne aujourd'hui la gouvernance? Est-ce que c'est la fondation qui décide de tout? Est-ce que la communauté est appelée à voter? Comment ça fonctionne? C'est vraiment la communauté qui est au centre du sujet. Il y a pas mal de votes et bah, on l'a vu récemment, ce qui me permet d'aller sur ce Ah oui, sujet-là du complètement. De toute dernier. façon, c'était le sujet qui était, qu'on allait évoquer aujourd'hui sur la gestion de l'inflation et comment le stacking pouvait être impacté par l'inflation. Si je peux du coup vulgariser carrément le sujet, je crois que c'était le vote SIMD 228. Et en fait, le vote, c'était de faire en sorte que, au moins il y a de gens qui stack, plus il y a de reward. Et du coup, il y a un peu cette balance-là. Bah, c'était ça, c'était gérer l'inflation du token par rapport à la stake globale des tokens C'est ça. pour pouvoir justement limiter l'inflation du token en fonction du stacking et pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre. Exactement. Et bah là, d'un point de vue personnel, j'ai pas su me positionner, personnellement. Parce qu'en fait, dans un cas, la situation actuelle, qui est, bah voilà, toujours la même inflation, les rewards seront les mêmes peu importe le nombre de stackers. En fait, c'est vraiment bien parce que, ça ne délaisse pas les petits validateurs, les personnes qui font des initiatives personnelles. Alors que dans l'autre cas, si le vote était passé, ça aurait avantagé les gros validateurs qui, eux, n'auront pas eu à bouger. Et donc, quel que soit, le nombre de rewards ou l'inflation, les gros stackers vont rester. Alors que si un petit stacker était là et qu'il y a trop de personnes qui stackent, les rewards ne seraient pas assez, intéressants pour que les petits stackers continuent à y mettre du leur, parce que franchement, faut y mettre du sien pour avoir un validateur. Et du coup, j'étais un peu entre les 2 dans j'aime beaucoup la situation actuelle parce que des gens que je connais autour de moi ont leur validateur, font l'effort et on voit vraiment qu'ils sont dans une aventure, personnelle. Alors que si ça avait été le cas et si c'était passé, bah, les personnes tout autour de moi auraient été en mode: «Bon, bah, OK, bah, je peux plus tenir mon validateur, bah, je dois arrêter». Ça m'aurait un petit peu désolé d'un point de vue vraiment personnel parce que j'en ai plein autour de moi qui sont comme ça. Ouais, surtout sur les concentrer les pouvoirs. Dans le cas où je crois que c'est 33% la limite qui était proposée de limiter l'inflation quand le pourcentage de tokens stakés passait 33%, bah, ça concentrait les pouvoirs, puisque bah, justement, il n'y a plus d'intérêt à staker, ou en tout cas plus d'intérêt significatif à staker quand tu as une petite size de délégation. Donc justement, on parlait de Jito, je sais que tu es aussi impliqué dans le protocole. Est-ce que tu peux nous parler de Jito? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait pas? C'est quoi la contribution dans l'écosystème? Puisqu'on voit Jito pas mal on le voit Jito sur le liquid stacking, on voit Jito sur la partie gestion de la MEV, on voit pas mal de choses. Donc c'est quoi le rôle de Jito? Qu'est-ce que fait Jito? En gros, Jito, bah, du coup, c'est un protocole DeFi, MEV, basé sur le MEV. Donc le MEV, Ethereum là aussi. C'est vraiment, en quelques mots, pouvoir pré-shot des transactions pour récupérer les centimes, un petit peu perdus, on va dire, sur la blockchain pour les récupérer, eux-mêmes. En fait, c'est vraiment bien sur Solana parce que les frais sont tellement, tellement bas qu'en fait, c'est facile à faire. Et avec le liquid stacking de Jito, tu récupères des rewards dedans. Donc bah, le liquid stacking, c'est vraiment pour avoir, ton token dans ton wallet et en faire ce que tu veux, même si tu es déjà en train de stacker. Donc avec ce liquid stacking, c'est très simple, tu récupères des rewards avec ton liquid stacking. Donc le token Jito Sol est un petit peu décorrélé du token Sol. Et à ce moment-là, bah, du coup, tu récupères des rewards et tu es rewardé juste en holdant un token Jito Sol. Et c'est un peu du rendement passif tout en gardant un semblant de Solana dans ton wallet. Et à travers ça, c'est aussi un protocole infrastructure. Donc dedans, les gens peuvent utiliser Jito pour eux-mêmes avoir ce qu'on appelle des types routeurs. C'est-à-dire qu'à travers l'infrastructure Jito, tu peux récupérer des rewards que tu donnes à tes utilisateurs ou même toi-même en tant que provider. Et voilà un petit peu. Jito, c'est vraiment vous nous utilisez et vous récupérez des rewards, tout simplement. Ouais. Ouais, c'est optimiser l'infrastructure pour tirer le meilleur du réseau. Justement, on parlait de frais de transaction. Dans l'introduction, tu disais que Initiative, ce qui t'avait fait basculer vers Solana, c'était parce que c'était la blockchain du pauvre. Donc, les frais de transaction sont plus faibles que dans certains autres écosystèmes. Et justement, ça fait un peu le pendant sur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de L1 sur le marché. Il y a beaucoup de concurrents sur les L1. Il y a eu une narrative pendant plusieurs années qui était la blockchain la plus vite. À chaque fois qu'une nouvelle blockchain arrivait, c'était un peu la blockchain Ethereum killer. Et on parle beaucoup de revenus. On voit des écosystèmes qui font pas du tout de revenus aujourd'hui, qui est une grosse inflation du token et donc qui a un impact sur le prix année après année. Justement, Solana versus le reste du monde aujourd'hui, si on doit faire un peu un positionnement, parce qu'il y a pas mal de nouveaux écosystèmes qui arrivent. En off, on parlait de Sui tout à l'heure. Comment se positionne Solana aujourd'hui? Comment Solana innove?
Comment Solana se différencie et comment Solana gère cette partie génération de revenus versus d'autres écosystèmes où aujourd'hui c'est une vraie problématique. Moi, je sais qu'à la fondation, en tout cas, on se repose absolument pas sur nos lauriers, ça c'est clair. Ça, qu'on soit à 8 dollars ou à 290, j'ai senti la même intensité de travail. Vraiment en interne, moi, pour moi, ça a été la même. Ça a vraiment pas changé, les objectifs changent pas et c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que j'ai un peu parié dessus, tu vois. J'aurais pu partir quand c'était à 8, mais j'ai vraiment trust. Et donc, c'est vraiment le sujet des prochaines années. Parce que durant les 10 dernières années, on a beaucoup eu ce turnover de Bitcoin reste au top, Ethereum deuxième depuis que c'est arrivé, et le reste, c'est un petit peu, ça tourne, ça change. Voilà, il y a pas eu franchement un top 10 qui est resté le même pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, pour moi, et personnellement, je trouve que ça a un peu changé. On voit du coup des institutions qui viennent, on voit des vrais corpos qui viennent. Moi, j'ai fait qu'un cycle et demi. Et les bear markets qui ont été connus et les bull markets qui ont été connus, je trouve qu'ils vont être vraiment différents parce que je trouve que les corpos, etc., ils vont plus vouloir avoir des moins 50% d'une journée, ils vont plus avoir des moins 30 ou des plus 30 en 30 minutes. Donc vraiment, pour moi, je veux voir une sorte de stabilisation. Donc il faut que ce soit pareil avec les blockchains. Et Solana, elle va vraiment être dans cette compétition de faut qu'on continue à aller de l'avant, faut qu'on continue à innover, faut qu'on continue à trouver les sujets qui vont faire que toutes ces corpos, toutes ces compagnies nous rejoignent et s'installent sur Solana. Et c'est vraiment bien qu'il y ait des Solana killers, comme on les appelle aujourd'hui, comme Sui, Sei, Aptos. Même si aujourd'hui, Aptos, j'y crois pas du tout. En fait, il y a vraiment une chose. Déjà, j'y ai pas trop cru au début, mais depuis qu'un des co-founders est parti, pour moi, ça m'a ajouté un froid direct. Je me suis dit, je peux pas aller sur une blockchain où un co-founder part, tu vois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, parce on n'est pas tout le temps au courant de tout, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas bon. C'est pas pour jeter la pierre, mais personnellement, c'est ce que j'ai vu, ce que je ressens. Sei et Sui, c'est aussi deux autres blockchains. Je vais passer sur Sui très rapidement. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Le fait d'avoir cette possibilité de se connecter avec son compte Twitch, c'est marrant, mais ça a changé la donne pour moi. Je voulais aller tester leur chain. J'ai pas eu à créer un wallet, site frais, etc. On m'a dit, ok, connecte-toi avec ton compte Twitch. Je dis, trop bien. Maintenant, je peux utiliser la chain. Super. Je peux utiliser des dApps sans même avoir un centime sur le wallet. Ça, c'était vraiment game changer. Si ça continue dans ce sens-là, pour moi, ils sont amenés à vraiment être un concurrent potentiel très intéressant, surtout avec leur événement qui s'appelle Sui Basecamp. On a beaucoup parlé de Solana Breakpoint, qui est un événement de fou, mais Sui Basecamp, j'ai plein de gens de Solana qui sont allés, qui m'ont dit, oh là là, l'événement était exceptionnel. Et venant de gens qui connaissent les événements de Solana, je peux que les croire. Et Sei, qui est aussi un petit peu dans la même lignée que Aptos, Sui, sont arrivés très arrogants sur le marché. Dès leurs premiers mois, ils ont dit, regardez, on a une communauté NFT, voilà, regardez ce qu'on fait, c'est exceptionnel, on est meilleur et tout. Et je me suis dit, non, enfin, les gars, vous venez d'arriver, commencez à construire votre communauté petit à petit. Et en fait, après avoir pris cette direction, j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un de la CI Fondation. On a eu un call d'une demi-heure, c'était vraiment intéressant. Et en fait, ils prennent une direction qui, aujourd'hui, j'apprécie grandement. C'est-à-dire vraiment de recommencer un petit peu à comprendre où ils en sont sur leur blockchain et à avancer sur ce sujet de ah oui, c'est ça qui nous manque, c'est ça dont on a besoin. On va peut-être pas prendre la même direction que Solana, mais on va essayer de faire notre propre histoire là-dessus et de faire en sorte d'être un concurrent sérieux et potentiel dans les années à venir. Donc, pour moi, il y a une compétition entre Sui et Sei, un peu personnellement. On a d'autres blockchains qui aujourd'hui arrivent, qui arrivent. Il y a Monad, il y a Abstract, qui sont intéressants à voir, mais qui sont encore trop jeunes pour encore se comparer à Sui et Sei, alors qu'ils sont aussi jeunes. Mais il y a un petit peu des générations différentes qui, je pense, sont là pour se battre dans le top 10 des années suivantes. Il faut juste garder le cap vers. On doit chercher les sujets innovants. On doit chercher ce qui va être intéressant par rapport aux institutions, ce que fait très bien Base avec Coinbase aujourd'hui. Mais voilà, c'est des sujets qui vont être très importants pour nous et que je regarde avec vraiment des yeux où moi, en tant qu'utilisateur et pas en tant que quelqu'un de la fondation, quand je vois des grands de sujets intéressants, de projets intéressants, par exemple les consumer apps, à partir du moment où un projet va me dire ok, j'utilise du account abstraction, je vais avoir du ZK pour les grosses boîtes parce que c'est un peu ce qu'ils ont besoin, je vais être en mode ok, intéressant, il a compris les enjeux des années suivantes. Et justement, si on parle de l'année suivante, ça va être un peu la synthèse de notre échange aujourd'hui. C'est quoi les challenges 2025? C'est quoi la suite? C'est quoi les grosses innovations qu'on peut attendre de Solana techniquement là, dans les prochains mois? Un peu la roadmap du projet, que ce soit roadmap projet ou roadmap en termes justement de construction d'écosystème. Si on fait un peu cette synthèse-là, qu'est-ce qu'on peut attendre de Solana là, dans les prochains mois? Alors, il va y avoir deux grosses verticales. Il va y avoir la verticale communauté. On veut avoir beaucoup d'utilisateurs pour montrer que la blockchain elle fonctionne. Il y a les sujets de network extension, qui est un petit peu des parties infrastructures de Solana
qui vont pallier les sujets comme le gaming ou le nombre de TPS avec Fire Dancer ou Sonic. Et il va y avoir le sujet consumer apps, donc on va essayer de pousser au maximum. Je le répète, mais en fait, pour moi, c'est trop important de se dire que quelqu'un, demain, tu lui dis, bah, télécharge cette application, il peut se connecter avec son compte Google et dans l'instant suivant, il peut utiliser la DApp sans avoir mis un seul centime. C'est un Ouais, peu le sans côté... même savoir que c'est une blockchain derrière Exactement, et ouais. l'utiliser comme une infrastructure sans se poser la question de la crypto, de la blockchain, de quoi que ce soit, quoi. Exactement, c'est super important pour moi et pour nous sur Solana, que ce soit des sujets qu'on arrive à mettre en avant et à pré-shot avant qu'on ait plus de monde qui arrive. Et le deuxième sujet qui va vraiment concerner les grosses compagnies et les corpos de chez nous, c'est le sujet des policies, donc vraiment institutions, etc. Et on est déjà parti sur ce sujet. Donc, bah, par exemple, récemment, on vient de lancer Solana Policy, vraiment pour attaquer les institutions, enfin, attaquer, c'est pas le bon terme, mais Ouais, aller vers les les convaincre. institutions, les convaincre à venir chez nous. Et en plus, on a recruté une personne, c'est une dame qui s'occupe, je sais plus c'est quoi son nom, mais je sais qu'elle est hyper importante dans ce domaine-là. On l'a recrutée pour qu'elle nous fasse avancer sur ces sujets-là. Et on voit bien qu'il y a la fondation qui veut vraiment, vraiment mettre en avant ça. Et on a même Token Extension aujourd'hui. Enfin, Token Extension, du coup, c'est un super token. Donc sur cela, on a les tokens SPL. Et en fait, depuis un moment, on a le Token Extension qui est sorti, qui permet d'avoir toutes les caractéristiques d'un token normal, mais aussi d'un NFT. On va avoir du delegate programme, on va avoir du burn, du mint aussi, tout ce qui est classique, mais avec des possibilités en plus. Aujourd'hui, c'était PayPal qui l'utilisait. Et aujourd'hui, on vient de le rajouter sur ce token, on vient de rajouter le ZK. Tout le monde va dire, bah ouais, mais tout le monde a déjà zéro knowledge, tu vois, c'est connu. Mais en fait, le fait de le rajouter sur ce token qui est hyper professionnel et destiné aux institutions, ça va être vraiment intéressant pour eux parce que c'est une problématique en plus qui va permettre de vendre ce token à ces institutions. Ok, bah voilà, vous voulez votre propre token, vous voulez votre propre infra, bah utilisez Token Extension et vous aurez du ZK, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et voilà, on voit bien qu'on commence à mettre en avant ces deux sujets-là. Vraiment, les institutions 2025, c'est un gros focus pour la blockchain en général. Et on ne voit pas que de la part de la fondation, on voit aussi de la part de projets comme Phantom, Helius, Magic Eden hier qui a racheté, qui a acquis un projet de mine d'achat de crypto avec des cartes bancaires classiques, un petit peu à la Moonshot. Et on voit bien qu'il y a vraiment des gros moves qui se font. Et c'est super intéressant de voir ça. Et je pense que si on continue dans cette lignée, on est bien parti parce qu'on voit bien que les institutions s'y intéressent. Hier, il y a eu Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances, qui a parlé au ministère et qui a vraiment appuyé sur ce truc de on a besoin de tokenisation, on va aller dessus. C'est un gros enjeu pour l'Europe, surtout en ce moment avec les discussions économiques avec les États-Unis. Donc il faut qu'on arrive sur cette blockchain, enfin sur une blockchain. Et c'est Forge qui a lead un petit peu ces sujets-là, en mode bah voilà, on va se mettre dessus, on va faire quelque chose d'intéressant, on n'a pas le choix. Maintenant, leur choix à eux, c'est de décider quelle blockchain sur laquelle aller, quels sont les meilleurs outils, quelle est la meilleure infrastructure, et voilà, la choisir. Ok, bah merci pour ton temps aujourd'hui, vraiment très intéressant. Ça me permet de faire vraiment un instantané sur Solana, sur l'activité de la blockchain, de l'écosystème, de comment vous l'accompagnez à grandir jour après jour. Si tu as un mot de la fin et un mot pour conclure cet épisode. Un mot? Ah, c'est toujours le truc où on se prépare jamais. Bah, rejoignez-nous. Si les grands, tout Solana vous intéresse, venez directement sur la blockchain. Il y a des initiatives comme Super Team qui sont super simples pour les gens qui veulent découvrir, ou même ceux qui sont déjà expérimentés. On a plein d'initiatives qui se font par Super Team. Et aussi, Jito, que je viens de rejoindre récemment, a lancé l'initiative Jito Europa. Donc tous ceux qui sont intéressés par la DeFi, par les infrastructures, je vous invite à nous rejoindre. Jito Europa sur Twitter, ou même vous pouvez me DM directement Kugame sur tous les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, Jito est ouvert à tous. On va avoir plein d'initiatives qui vont se faire. Bah, merci à toi, Merci beaucoup. je te souhaite une bonne journée et je pense qu'on se refera un épisode comme ça Avec grand plaisir. d'ici quelques mois pour Ouais. refaire un point d'étape. Bah, avec grand plaisir. Merci Merci à beaucoup. toi.